Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de vous présenter professeur Chantal Dumoulin, une professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, qui va nous présenter aujourd'hui non seulement un essai clinique majeur, mais aussi des données très rares dans la littérature, des suivis à long terme de ces essais cliniques-là randomisés. Je pense qu'on est chanceux de pouvoir écouter des recherches aussi cliniquement pertinentes et intéressantes. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je suis vraiment excitée d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter ces résultats à 8 ans suite à un essai clinique randomisé, l'essai clinique groupe qu'on a fait au centre de recherche. Pourquoi je suis si excitée, c'est que en fait, c'est un projet qui est né de subventions, de départ de subventions pilotes du CRI-UGM, mais aussi du RQRV, qui nous a amené éventuellement à avoir un IRSC. Et pour le suivi 8 ans, bien, on est retourné à ces financements-là locaux. Donc, encore une fois, merci au RQRV puis au CRI-UGM qui nous ont permis de faire cette étude. Euh, Voici le plan de ma présentation. Donc, on va faire tout d'abord le tour du contexte. Je vais vous présenter les objectifs de l'étude. On discutera de la méthodologie rapidement, mais je veux surtout vous parler des résultats sur 3 plans. À 8 ans, qu'est-ce qui se passe au niveau des symptômes d'incontinence urinaire chez ces femmes-là, mais qu'est-ce qui se passe également au niveau de l'adhésion au programme d'exercice qu'on leur a donné. Et finalement, ben, quels sont les acquis, qu'est-ce qu'elles en ont acquis ou retenu là, 8 ans plus tard. Finalement, on conclura. Donc, je voudrais mentionner le travail de Montse Reggiano Campo, qui est notre étudiante au doctorat, qui a vraiment piloté ce projet-là en temps de pandémie, donc quand même pas facile, qui est une étudiante internationale qui est maintenant en Allemagne là, et qui est en train de rédiger très, très activement tous ces articles reliés à ce projet-là et qui présente depuis quelque temps là, des abrégés en lien avec tout ça et qui a eu plusieurs prix. Donc, je suis bien contente là, de vous présenter tout ça. Alors, si on commence, au niveau du contexte, je vous parle encore de l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est une problématique où c'est défini comme des fuites urinaires qui vont avoir un impact sur la qualité de vie de la personne. Donc, que ce soit des petites fuites ou des grandes quantités, si ça affecte la qualité de vie de la personne, on appelle ça de l'incontinence. Maintenant, on sait que il y a une augmentation de la prévalence de l'incontinence urinaire avec l'âge, avec le vieillissement. Et chez les femmes en particulier, on sait que chez les femmes de 65 ans et plus, ben, il y a plus de 50 des femmes qui vont souffrir de cette problématique-là. Donc, au-delà du fait qu'on a des fuites, qu'il y a des pertes d'urine, cette problématique de santé-là va avoir des impacts plus larges, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution des activités physiques. Pourquoi? Ben, pour éviter d'avoir des fuites. Donc, ces gens-là vont devenir de plus en plus sédentaires. Il y aura aussi une diminution de l'interaction sociale. Donc, ces femmes-là vont s'isoler, bien sûr, et ben, ça va faire qu'ils vont, le processus de vieillissement, si vous voulez, va être accentué. Il y a aussi un lien qu'on connaît bien entre l'incontinence urinaire et le risque de chute, et aussi entre l'incontinence et le fait d'entrer en institution. Donc, l'incontinence urinaire, en fait, ce n'est pas une condition banale, particulièrement quand on vieillit chez la femme. Alors, le traitement, au niveau des traitements, il y a des traitements pour l'incontinence urinaire. Il y a différents traitements, que ce soit plus conservateurs comme les exercices. Il y a des traitements médicamenteux et chirurgicaux. Par contre, la réadaptation des muscles du plancher pelvien, comme vous voyez ici, là, une réadaptation où on va encourager le renforcement, la contraction musculaire de cette musculature-là qui est à la base, comme vous voyez ici, du bassin de la femme.
Bon, cette réadaptation-là, c'est le traitement de première ligne qui devrait être le traitement qui est offert, en fait, à toutes les femmes qui ont des fuites urinaires. Donc, il y a des niveaux de preuve, des méta-analyses qui supportent l'efficacité de ce traitement-là et il y a un grade de recommandation de niveau A, ce qui veut dire que les organismes gouvernementaux devraient offrir ce service-là aux femmes. Et d'ailleurs, l'INES a recommandé ça au gouvernement et depuis 2023, il y a des centres d'expertise en incontinence à travers le Québec et les femmes ont accès dans le milieu public à ces interventions-là. C'est en train de s'organiser. Alors, le contexte pour nous, c'est que même s'il y a beaucoup d'études à l'effet que ces traitements-là sont efficaces, il y en avait très peu chez la population âgée. Hein? Les femmes âgées se font souvent dire, ben, écoutez, ma petite madame, vous avez eu 3, 4 enfants, c'est normal que vous ayez des fuites à votre âge. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, hein? Ce n'est pas normal. Oui, c'est plus prévalent, mais les traitements pourraient bien être efficaces. Donc, en 2012 jusqu'en 2018, on a fait un large essai clinique randomisé où on a évalué l'effet de ces exercices-là du plancher pelvien chez la femme âgée, où on comparait, je vais vous en parler un petit peu plus, 2 interventions, une intervention de groupe et une intervention individuelle, mais tout ça dans le but de traiter l'incontinence chez la femme de 60 ans et plus. On a publié cet essai-là, qui était le premier chez la population plus âgée et qui était vraiment très concluant. On a d'ailleurs reçu pour ça le prix nous faisons partie maintenant, le CRUGM fait partie maintenant des 25 essais cliniques randomisés les plus importants en réadaptation et le seul sur l'incontinence urinaire chez la femme âgée. Donc, on est bien content de cette réussite-là. Maintenant, si je vous parle un peu de l'essai clinique, c'était des femmes de plus de 60 ans qui avaient des incontinences urinaires, c'est-à-dire incontinence urinaire à l'effort quand on tousse, quand on éternue, mais aussi de l'incontinence mixte, c'est-à-dire qu'elles avaient aussi une composante d'urgenturie, d'envie pressante. Elles étaient séparées en 2 groupes, une rééducation individuelle, 1 à 1 avec un physiothérapeute, et une rééducation de groupe, 8 femmes ensemble avec un thérapeute. Toutes les femmes étaient par contre évaluées initialement pour confirmer qu'elles étaient capables de contracter leur plancher pelvien avec une physiothérapeute par évaluation vaginale. Mais ensuite de ça, ben, elles étaient randomisées à un des 2 groupes. Et les 2 groupes les 2 groupes de traitement faisaient 12 séances de physiothérapie, une fois semaine, des séances d'environ 1 heure, où il y avait de l'éducation, des exercices progressifs du plancher pelvien et des exercices fonctionnels. Et je vais revenir sur tout ça un peu plus tard. Elles avaient aussi des devoirs à faire, ces femmes-là. Pendant la réadaptation active, elles devaient faire 5 fois semaine des exercices du plancher pelvien à la maison. Et après, on leur demandait de poursuivre les exercices 3 fois semaine. Donc, après le 12 semaines, on leur a enseigné de poursuivre. Ça va être intéressant de voir à 8 ans qu'est-ce qui se passe. Donc, si je reviens, donc ça, c'est les entraînements, là, 5 fois semaine et 3 fois semaine. Si je reviens au volet éducatif, alors, l'éducation, on le sait très bien, hein, c'est important de bien enseigner les choses aux patients pour qu'elles prennent part à leur traitement, pour qu'elles poursuivent des changements d'habitude de vie, qu'elles poursuivent à pratiquer les exercices. Donc, on avait un volet dans chacune des séances qui était très important, de 15 minutes. C'était appuyé par de la documentation qu'elles pouvaient garder avec elles. Entre autres, donc, à chaque semaine, 12 semaines, 12 sessions, mais entre autres, on a bien expliqué les muscles du plancher pelvien pour qu'elles puissent bien visualiser qu'est-ce qu'elles faisaient. On a aussi donné des trucs pour améliorer la rééducation. À quel moment dans la journée trouver de la place pour les faire? On a parlé aussi de changements d'habitude de vie qui pourraient être des facteurs qui pourraient augmenter leurs symptômes avec le temps, la constipation.
On a également parlé à la fin, et ça c'est très important, de la maintenance. Comment faire après les 12 semaines d'intervention pour continuer dans l'auto-soin? On avait une période de 45 minutes où il y avait des exercices. Il y avait 4 principaux exercices du plancher pelvien qui étaient placés entre des exercices qui étaient plus globaux là, au niveau de l'abdomen, au niveau également du bassin. Au cours des 12 séances, on a augmenté le temps des contractions du plancher pelvien, le nombre de répétitions, puis on changeait de position vers une position plus difficile, la position debout. Et finalement, à la fin, pour ceux qui ont déjà vu des présentations qu'on a faites, on intégrait les contractions du plancher pelvien avec une activité de danse. Vous reconnaîtrez peut-être le Dance Dance Revolution, où là, on faisait un exercice qui était plus fonctionnel. Alors, ça, c'est les résultats de notre essai clinique 1 an après l'intervention de physiothérapie. Vous avez en gris le groupe individuel et en rose le groupe de 8 femmes. Vous pouvez voir une réduction par semaine. Les femmes commencent avec environ 10 fuites, une médiane de 10 fuites. Vous pouvez voir une réduction immédiatement après le traitement qui se maintient à 1 an. Oups. On peut voir en fait que la réduction de l'incontinence urinaire, elle est de 70% à 1 an pour, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? À 1 an pour les femmes dans le groupe individuel et de 74% pour les femmes qui étaient 8 ensemble avec une thérapeute. Donc, on a pu dire qu'il y avait pas d'avantage ou de désavantage à traiter les femmes en groupe, ce qui était très bien parce que ça nous permet de traiter plus de femmes à la fois. Donc, le traitement de groupe est non inférieur au traitement individuel. Et ce qui a fait en sorte qu'on a pu, à partir de là, faire la promotion des traitements de groupe. Alors, je reviens à notre étude. Si on regarde maintenant à 8 ans, quels sont les effets de ce programme-là, le programme groupe, au niveau des symptômes d'incontinence urinaire, au niveau de l'adhésion aux exercices et au changement d'habitude de vie, et qu'est-ce que les femmes en ont ressorti, qu'est-ce qu'elles ont acquis à ce moment-là, et ça va être fait plutôt par des entrevues. Alors, le devis qu'on a utilisé, c'est un suivi téléphonique. On a regroupé, je dois vous dire, là, on a regroupé ensemble toutes les femmes, qu'elles aient eu des traitements individuels ou de groupe, étant donné qu'on avait vu que les 2 interventions étaient similaires. Donc, à 8 ans, on voulait regarder tout le monde ensemble. Donc, suivi téléphonique, si les femmes acceptaient, envoi postal de questionnaires, de calendrier mictionnel pour mesurer les fuites et entrevue semi-dirigée pour un sous-groupe de patients. Alors, les femmes qui avaient participé au suivi de 1 an après l'essai clinique randomisé, c'est ces femmes-là qui étaient contactées par téléphone. Et bien sûr, on a eu l'accord du comité d'éthique et cet essai clinique-là est bien enregistré dans Clinical Trial. Alors, ça, c'est notre flowchart. C'est très, très petit, mais pour vous montrer qu'on est parti avec 362 femmes au départ. On en a perdu quelques-unes à 1 an. Et à 8 ans, la majorité de celles qu'on a perdues, c'était des numéros de téléphone qu'on n'avait pas. Malheureusement, il y en avait certaines qui étaient décédées. Hein, c'est 8 ans après. Mais si je vous montre plus concrètement, et ça, c'était très intéressant, on a pu rejoindre 231 femmes des 319 qui avaient fait le suivi 1 an. Donc, 72% des femmes ont accepté de faire ce suivi-là 8 ans. Et ça, on était vraiment très ravis parce que c'est incroyable de dire chez une population âgée comme ça, qu'il y en ait autant qui veuillent participer. Donc, elles avaient en moyenne 75 ans. Le temps depuis le début de l'étude est environ 7 ans, 7 ans et demi.
Et c'était quand même des femmes avec un IMC légèrement élevé, mais un nombre de médicaments faible et un nombre de comorbidités 4,4 là, qui est quand même assez faible. Donc, c'était des femmes qui étaient, somme toute, en bonne santé pour 75 ans. Alors, regardez maintenant nos résultats en termes de fuite urinaire par jour. Alors, au départ, 1,43. Ça diminue bien sûr immédiatement après le traitement et 1 an. Puis on voit que ça remonte, mais ça ne revient pas du tout au départ. Et là, on est en train de faire des analyses là, de régression plus approfondies. Mais pour l'instant, si on compare uniquement le pré et le 8 ans, on part avec un nombre de 1,43 fuites de médiane en pré-traitement et on se retrouve à 8 ans à 0,57 par jour. Donc, on a toujours une réduction significative des fuites et ça à 8 ans. Donc, c'est quand même impressionnant que 8 ans plus tard, malgré l'âge, malgré l'affaiblissement musculaire, on soit là. Ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est qu'il y a 52 des participants qui ont maintenu une réduction de leur fuite d'urine de plus de 50 de ce qu'elles avaient au départ. Et on sait qu'une réduction de plus de 50 ben, c'est une différence cliniquement significative. Donc, c'est une différence qui cliniquement a un impact pour la personne. Donc, ce qui veut dire là, qu'à 8 ans, on a quand même un effet très intéressant. Une autre donnée qui nous parle beaucoup, c'est les autres traitements nécessaires. Seulement 2,6 seulement 6 femmes ont eu une chirurgie pour l'incontinence et seulement 8 femmes se sont prévalues de médication pour l'incontinence. Donc, un très faible pourcentage est allé chercher une autre intervention, ce qui veut dire qu'elles étaient quand même très satisfaites avec les résultats qu'elles avaient. Au niveau des symptômes urinaires, on a utilisé un questionnaire standardisé qui, lui aussi, pointe sur une réduction des symptômes toujours significative à 8 ans. La fréquence et l'impact de la nicturie, donc le nombre de levées la nuit pour aller à la toilette, et on sait comment c'est important le sommeil pour les femmes âgées, ben, c'est maintenu. Les femmes sont toujours mieux au niveau de la nicturie et l'impact des symptômes sur la qualité de vie est maintenu également à 8 ans. Maintenant, si on regarde l'adhésion aux exercices, au niveau du sentiment d'auto-efficacité, on leur a demandé, est-ce que vous vous sentez confiante d'être capable de contracter votre plancher pelvien? On leur avait demandé, initialement, c'était pas très bon. Après les interventions, c'était quand même à 9 sur 10. Et après 8 ans, elles sont encore confiantes qu'elles sont capables de contracter leur plancher pelvien. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'elles l'ont bien appris. Donc, on peut dire que c'est comme aller à vélo, hein? Être capable de contracter son plancher pelvien, ça s'apprend pour la vie. La fréquence des exercices du plancher pelvien à 8 ans, ben, plus de 50 des femmes pratiquaient toujours leurs exercices de façon hebdomadaire, il y en avait 39 et au besoin, c'est-à-dire quand les symptômes réapparaissaient, ben, il y en avait 12 Il n'y avait pas de position privilégiée. Certaines femmes préféraient la position allongée, d'autres assises, d'autres debout, mais on avait des pourcentages équivalents. Au niveau des exercices, il semble que c'est l'exercice le plus simple à comprendre, la contraction maximale soutenue, l'exercice de force, qui était celui qui était favorisé par les femmes. Par contre, de façon intéressante, on a vu que 44 des femmes intégraient cette contraction-là dans des activités de la vie quotidienne, soit en toussant, en éternuant ou en levant des charges. Ce qui est très intéressant parce que ça leur permettait de continuer à contrôler leur fuite. Si on regarde maintenant au niveau de l'adhésion aux exercices, il y en a 22 qui ont cessé de les faire en disant je ne suis plus adhérente parce que je n'ai plus besoin de les faire.
Et ça, c'est intéressant parce que dans la littérature, on dit qu'il faut continuer à les faire toute la vie pour ne pas avoir de symptômes. Ben, 22% semblaient satisfaits avec les résultats. Et on peut voir ici que il y en avait d'autres qui manquaient de motivation, qui avaient un souci de temps, des barrières émotionnelles, incertaines de faire la bonne contraction, très peu, hein, un 6%, et oublient des exercices. Ça, moi, je trouve que c'est des beaux défis sur lesquels on va pouvoir travailler en recherche pour pouvoir développer des rappels après un certain nombre d'années pour aller travailler sur ces aspects-là qui font que les femmes ne sont plus adhérentes. Et bien sûr, ben, il y en avait qu'avec l'âge, il y avait d'autres problèmes de santé, c'était plus une priorité. Au niveau de l'adoption des habitudes de vie, encore là, on a été agréablement surpris. 75% avaient changé quelque chose dans leurs habitudes de vie. 50% leurs habitudes défécatoires pour éviter la constipation. Près de 50% au niveau des habitudes mictionnelles. Et il y avait aussi des changements au niveau des modifications diététiques, l'apport liquidien, les irritants de la vessie, etc. Maintenant, au niveau des acquis, puis je voudrais terminer par ça, les acquis. Alors, qu'est-ce que les femmes nous ont dit dans les entrevues? On a utilisé la Grounded Theory avec des perspectives constructivistes. On a fait 30 entretiens semi-structurés qui nous ont permis de saturer là, nos données. On a collecté ces données, on les a analysées avec un processus itératif et on a élaboré une théorie avec 3 catégories. Donc, à partir de ce que les femmes nous ont dit. Et ces 3 catégories-là comprennent une boîte à outils, les avantages perçus et la confiance dans le programme. Et si on regarde ici, les effets à long terme du programme groupe, donc les bénéfices, fonctionnent comme un cycle de renforcement, comme vous pouvez voir ici, où la réduction des symptômes, mais aussi les bénéfices au niveau psychologique, au niveau environnemental et social, agissent pour améliorer la confiance dans le programme. Et cette confiance-là qui est augmentée encourage l'utilisation continue de la boîte à outils, une boîte à outils personnalisée où les femmes ont acquéri des compétences à contracter leur plancher pelvien, des connaissances sur l'apport liquidien, sur l'anatomie, sur la problématique urinaire et qui leur permettent de réutiliser cette boîte à outils-là lorsque nécessaire pour gérer leurs symptômes. Donc, le programme groupe semble réduire les symptômes des continences, mais agit aussi au niveau psychosocial, encourage les patientes à contrôler activement leur état et même à promouvoir cette boîte à outils-là auprès de leurs belles-sœurs, auprès de leurs amis. Alors, c'est plus, en fait, ce qu'elles nous disent, c'est que c'est plus qu'un traitement qu'elles ont eu il y a 8 ans, mais c'est réellement une boîte à outils. Et le terme boîte à outils, ça vient d'elles. Ce n'est pas nous qui l'avons proposé. Donc, en conclusion, 8 ans après l'essai clinique randomisé, 75% des participantes ont participé au suivi 8 ans. Il y a une réduction, il y avait à 8 ans une réduction des symptômes urinaires qui était toujours significative cliniquement. 50% plus des femmes voyaient cette réduction des fuites-là de façon cliniquement significative. Il y avait moins de 6% des femmes qui avaient nécessité des traitements plus invasifs, 50% qui pratiquaient toujours leurs exercices, 44% qui intégraient les exercices dans la vie quotidienne et 75% qui adoptaient des changements d'habitude de vie. Mais au-delà de ça, on leur a offert par le programme groupe non pas un traitement, mais une boîte à outils qu'elle semble utiliser encore aujourd'hui.
Alors, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Question pour professeur Dumoulin. Oui. C'est bon. Merci, Chantal. C'était une conférence vraiment intéressante, inspirante. Je trouve ça vraiment bien de voir aussi comment un traitement non invasif comme ce que vous proposez peut se maintenir aussi longtemps. Maintenant, je me questionne par rapport à comment les femmes vous ont rapporté leur gestion du dernier pourcentage là, qui semble plus difficile à aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a une diminution importante des fuites, mais ça ne tombe pas à zéro. Non. Donc, ce petit degré de liberté, on a vu qu'il y a 6 qui vont chercher des interventions plus invasives, mais les autres participantes, comment elles gèrent ce dernier petit pourcentage? Ben, elles comprennent plus soit les irritants qui vont irriter leur vessie, qui vont amener des problèmes d'urgenturie, par exemple. Donc, elles vont doser. Elles ne vont pas prendre 3 cafés, par exemple, si elles vont au théâtre après. Puis, mais elles vont prendre du café à la maison le samedi matin. Donc, elles comprennent mieux la problématique et elles vont doser. Elles vont aussi, pour ce qui est de l'incontinence urinaire, d'effort, elles vont aller peut-être vider leur vessie avant de faire certaines activités physiques, mais elles vont continuer à faire les activités physiques. Donc, je pense que, en fait, c'est ce qu'on a vu, hein, ce qui est retenu, oui, les exercices à 40 mais 75 utilisent les changements d'habitude de vie quotidiennement, là. Donc, je pense que l'enseignement pour l'auto-soin est très, très important parce qu'en comprenant mieux la problématique, elles vont essayer de mettre des choses en place pour la contrôler. Ça répond-tu à tes questions? Oui, oui, puis en fait, ça me fait penser à la conférence très intéressante auquel on a cité il y a quelques mois, je crois, de ta collègue de Limoges, Oui, tout à fait. qui était justement venue présenter Poitiers, de Poitiers, c'est ça. Donc, Anne-Cécile. Et effectivement, là, ça, c'est des traitements pour les femmes qui ont de l'incontinence. Mais avec Anne-Cécile, on est en train de travailler sur des espèces d'ateliers pour toutes les femmes, pour les femmes qui arrivent à la ménopause, puis qui devraient en connaître plus sur leur système urinaire, leur système gynécologique, pour pouvoir justement pallier à ces changements-là. une approche Donc, préventive. préventive, oui, c'est vers ça qu'on s'en va. Premièrement, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais, vous aviez mentionné que rendu au suivi de 8 ans, vous les avez comme tous mis dans le même groupe, tu sais, individuel puis en groupe. Mais je remarquais que dans les raisons pour lesquelles certaines des femmes n'avaient pas continué, une des principales, c'était le manque de motivation. Donc, je me demandais peut-être que si vous analysiez comme séparément, tu sais, ceux qui l'avaient fait individuellement versus en groupe, peut-être que celles qui étaient en groupe avaient une plus grande motivation, tu sais, vu que c'était comme l'esprit d'équipe, de on est tous là-dedans ensemble. Tu sais, je ne sais pas si ça aurait un impact sur l'adhésion à long terme. On est en train de faire ces analyses-là. Je te dirais qu'à première vue, je ne sais pas si tu as vu l'image où je montrais là, les progressions dans le temps. En fait, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les deux groupes à 8 ans, mais on est en train de fouiller un petit peu plus à fond là, ces données-là pour voir quelles sont les variables qui peuvent prédire à 8 ans qui va garder, va maintenir ses acquis et qui va pas les maintenir. Mais on pense quand même que ça nous ouvre la porte à peut-être faire des interventions de suivi. Hein? Souvent, on fait des interventions conservatrices, puis c'est fini. Mais pourquoi pas après 3 ans ou 4 ans? D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont dit. Je ne l'ai pas présenté aujourd'hui. La plupart disaient qu'après 4 ans, là, c'est là que ça commençait à revenir. Donc, pourquoi pas proposer des interventions comme ça ou des petits rappels? J'avais une question pour toi, Chantal. Tout d'abord, félicitations. C'est jamais facile de se faire financer des suivis, voire presque impossible. On voit jamais trop l'intérêt, mais
J'avais deux questions pour toi. La première, c'est la curiosité par rapport à ton 8 ans. Quelle est la perspective normalement moyenne de déclin par année d'incontinence urinaire quand tu as une incontinence? Donc, est-ce que ta courbe qui remonte finalement, tu es dans tous les cas au-dessus de ce qu'elles auraient dû avoir normalement? Tu as réduit finalement ce qu'elles auraient dû avoir à tous les ans parce que tu corriges pas pour l'âge, mais elles ont vieilli. Et si elles ont vieilli, normalement, elles ont une incontinence. De ce que j'ai lu et ce que je... Tu veux dire, qu'est-ce qui représente Est-ce que la hausse est liée à l'âge Oui. ou est-ce que Ou est-ce que finalement c'est une hausse pour une hausse en fait? je ne pourrais pas te répondre actuellement. Je pense qu'il faudrait qu'on poursuive nos analyses, mais c'est un très bon point d'essayer de voir par rapport aux prévalences chez les femmes de cet âge-là, là, de 75 ans. Là. Puis ma deuxième question, c'est un peu une dose-réponse. Tu as un certain nombre qui font des exercices, elles le rapportent. Tu sais, ça pourrait être intéressant en termes de motivation, justement, d'aller essayer de dire aux gens, ben, même si vous le faites qu'une fois par semaine, vous allez avoir une réduction ou vous maintenir. Donc, je sais que vous êtes dans vos analyses, mais selon moi, ça pourrait être un super message parce que souvent, c'est une question motivationnelle, ces fameuses doses-réponses qu'on ne maîtrise pas dans la littérature. En fait, où est-ce qu'on est rendu dans les analyses, c'est ce qu'on s'aperçoit. C'est ce fameux une fois semaine-là qui est très intéressant parce qu'on a toujours pensé, il faut faire au moins les exercices 3 fois semaine pour maintenir, mais il semblerait qu'une fois semaine, c'est suffisant. Mais tout n'est pas complété, puis on va avoir d'autres choses à vous raconter.